Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio pour un nouvel épisode de La Planète Demain. La saison 2 démarre aujourd'hui avec cet épisode, l'émission qui va vous réconcilier avec l'écologie en la traitant de manière positive et raisonnée. Alors, dans la seconde partie de notre émission, nous recevrons Laurent Leloup, cofondateur et directeur exécutif de la société Naest, qui, j'espère que je le dis bien... Oui. Je le dis bien, qui a développé une plateforme proposant des solutions de transport routier express sur mesure avec un engagement reposant sur l'efficacité, la rapidité et une attitude innovante en intégrant des technologies telles que l'intelligence artificielle et la blockchain. Mais tout de suite, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Nuty, cofondateur et responsable innovation de Solable SAS, co-inventeur de Lavi, une technologie de purification d'eau qui élimine le chlore, préserve les oligo-éléments et neutralise les traces de pesticides et de médicaments présents dans l'eau du robinet. Bonjour Pascal. Bonjour Christophe. Merci pour ce résumé efficace et étendu. Mais oui, c'est exactement ça. On a bien mis au point une solution qui permet d'éliminer tous ces polluants-là. Et aujourd'hui, on va aussi parler de la suite de tout ça, parce qu'il y a des polluants plus modernes qui sont émergents. Et néanmoins pas moins dangereux. Alors justement, vous vous décrivez comme étant à la constante recherche de nouvelles cibles d'amélioration en explorant des chemins transversaux à l'aide de méthodes assez inédites. Du plastique dans nos bouteilles d'eau, des perturbateurs endocriniens dans l'eau du robinet. Régulièrement, des enquêtes pointent le manque de transparence de l'eau. Alors finalement, eau en bouteille ou eau du robinet, laquelle choisir ? Évidemment, eau du robinet. Nous, notre première mission, c'est d'arrêter l'eau en bouteille, qui est une des premières catastrophes environnementales. Tout le monde le sait, c'est le premier déchet retrouvé dans le monde. Et donc, ça devient invivable un monde avec autant de plastique. Donc, évidemment, c'est l'eau du robinet qu'il faut utiliser. Et nous, on est là pour qu'elle soit utilisable et égale, voire meilleure que de l'eau en bouteille, évidemment, pour enlever toute peur aux consommateur et qu'il arrête de prendre des packs de bouteilles dans son coffre alors qu'il peut mettre des tas de trucs beaucoup plus rigolos dans son coffre. Alors aujourd'hui, chers auditeurs, vous l'aurez compris, nous allons évoquer avec vous les solutions aux polluants éternels ou PFAS, notamment présents dans l'eau du robinet. Ils sont de plus en plus évoqués dans l'actualité, vous l'aurez entendu vraisemblablement soit à la télévision, soit à la radio et même dans les journaux, et pas entendu mais vu. Mais quelle est leur origine et pourquoi sont-ils si préoccupants ces polluants? Leur origine, ça serait une liste à l'après-vert, donc on n'aura pas le temps de la détailler, mais la première origine, pour vous donner un ordre d'idée, c'est tout simplement les pesticides. En fait, ça sert de dispersant et à la fois de protecteur pour ces molécules de pesticides qui sous l'effet de la lumière du soleil, par exemple, seraient beaucoup moins résistantes. Et donc, la première cause, elle est là. Ces pesticides, on les met dans les champs. La pluie lessive les champs et on les retrouve dans les nappes phréatiques et on les boit. Voilà, ça, c'est la logique. Après, il y a une vingtaine de milliers de PFAS. Donc, c'est pour ça que je vous parlais d'une liste à l'après-vert. Il y en a beaucoup qui ont été identifiés comme reprotoxiques, génotoxiques, cancérogènes. Enfin bon, la liste, encore une fois, est longue. Mais évidemment, on n'a pas pu analyser les 20 000, on n'a pas pu faire des études sur des êtres humains sur suffisamment de temps. Donc on a des données sur des souris. Enfin, on est à la naissance de la découverte de ces effets négatifs. Et malheureusement, c'est un peu tard. C'est-à-dire qu'il y a tellement de quantités de produits qui ont été dispersés dans la nature qu'on est obligé de s'en protéger, de trouver des manières de s'en protéger rapides, efficaces et pas trop onéreuses. Et donc c'est là-dedans qu'on intervient, nous. C'est qu'en fait, quand on a créé Lavi, ce processus sans filtre, ça n'existait pas. Personne n'avait jamais entendu parler de PFAS. Et surtout, on ne savait pas qu'il y en avait dans l'eau potable, puisqu'on ne les mesurait pas. On va commencer à les mesurer à partir de janvier 2026, pour certains d'entre eux, parce que l'Union européenne a décidé de le faire. Alors justement, est-ce qu'il existe une réglementation qui soit suffisamment claire sur leur présence dans l'eau potable ? Oui, elle sera appliquée à partir de janvier 2026. On n'a pas encore le texte final. C'est-à-dire qu'on a une version préliminaire du texte qui a été publiée par l'Europe et qui parle d'une vingtaine de PFAS qui seront mesurés. Mais une vingtaine, c'est pas beaucoup. Et le principal PFAS, en fait, c'est celui qui est le plus petit. Il fera pas partie de cette liste-là. On appelle ça le TFA. Le TFA, c'est tout simplement à la fois le plus petit et à la fois le PFAS qui va
être la transformation de tous ces PFAS qu'on a jetés dans l'environnement. Il y a des molécules à chaîne plus ou moins large, et en fait, au fur et à mesure de l'usure du temps, les chaînes larges se réduisent en petites chaînes, et la plus petite, c'est bien ce TFA, qui est déjà approuvé comme étant génotoxique, reprotoxique et mauvais pour le foie. Donc, on est en train de découvrir ces effets négatifs. Et plus généralement, qu'est-ce qu'elle prévoit, la directive européenne ? Elle prévoit de les mesurer. Pour l'instant, c'est à peu près tout. Ah oui, ça suffit. Oui, ça suffit. Alors, il y a un niveau maximal de 100 microgrammes qui est planifié. Mais par exemple, pour le TFA que je viens de citer, je crois qu'on est à 2000. Donc, c'est pas une protection au sens propre du terme. Et est-ce qu'on peut dire qu'il existe des risques sanitaires à long terme qui seraient associés au PFAS, justement ? Oui, pas mal de risques sanitaires actuels. Et qu'est-ce qu'on attend alors pour faire bouger les choses ? On a un problème avec les lobbies industriels. C'est un peu comme le glyphosate, vous savez, c'est pratique pour l'agriculteur parce que on passe ça et puis il n'y a plus d'adventices. Là, le PFAS, c'est ce qui permet de résister à la chaleur, c'est ce qui permet de résister à tout, aux UV, aux chocs mécaniques, à tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, c'est une secret sauce qu'on utilise depuis des dizaines d'années et on ne veut pas s'en passer. Donc, malheureusement, ça va être encore un combat qui va durer très longtemps. Revenons sur le côté positif des choses. Oui. On va parler de votre technologie de préfiltration, Lavie. En quoi consiste-t-elle concrètement, cette technologie que vous avez mise au point ? Alors en fait, c'est une préfiltration, comme vous l'avez bien dit, et qui est un complément de Lavie. Lavie, c'est notre technique de purification de l'eau du robinet avec de la lumière, qui elle ne nécessite pas de filtre. Donc tout se passe par une réaction photochimique, on va dire. Alors que Eau propre, qui est la nouvelle gamme qu'on a lancée pour s'opposer à ces nouveaux polluants, dont les PFAS et certains métaux lourds, elle est malheureusement liée à un filtre. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un préfiltre. Qu'on va installer sous l'évier du consommateur et où là-dedans on va pas mélanger d'ailleurs, ils sont séparés. Il y a 2 éléments, il y a du charbon actif de noix de coco et il y a une résine qui est spécifiée sur les PFAS, qui est spécifique aux PFAS et qui va échanger en fait des PFAS avec des ions sodium. Donc on appelle ça une résine échangeuse d'ions. Ça permet en fait à bas coût d'avoir une efficacité énorme de réduction avec des taux d'abattement de l'ordre de 90%. Et ça demande 2 changements de filtre par an. Et quels sont les polluants que votre système Lavie est capable de traiter ? Là, avec les 2, si vous êtes équipé des 2, vous avez à peu près la totalité des polluants qu'on peut trouver dans l'eau du robinet. Vous retenez la totalité des polluants. Oui. Ah, mais c'est incroyable. Quelles sont les preuves d'efficacité de la solution contre les PFAS ? On travaille depuis des années avec des laboratoires spécialisés sur la chimie de l'environnement, qui sont partenaires CNRS ou qui sont CNRS d'ailleurs. Et donc, on a tout un tas d'études qui sont publiées sur le site web indépendantes, bien sûr, menées par des chercheurs qui ne sont pas nos employés. On a aussi un doctorant qui est hébergé par un laboratoire de recherche depuis 2 ans. Et on a donc une bonne vingtaine d'études déjà. Sur les PFAS, on en a déjà publié une et on en a une deuxième qui va être publiée d'ici peu sur les TFA, là d'ailleurs, dans les semaines qui suivent. On va en publier une sur les TFA avec un taux d'abattement de plus de 60% sur 1000 fois la quantité de TFA qu'on peut trouver dans les eaux potables. Et votre solution est-elle accessible à tous les foyers ? Oui, c'est 45 € tous les 6 mois. Donc c'est pas plus cher qu'une carafe filtrante finalement si vous faites les comptes. Donc c'est moins cher que de l'eau en bouteille. Enfin bon, oui, c'est rentable. Et donc un gain économique mais aussi écologique. Oui, bien sûr, puisqu'il n'y a aucun déchet au sens propre du terme, puisque la première partie de la filtration, c'est un filtre qui va être consigné, et donc que nous allons nous recycler. C'est pour ça que les éléments sont séparés à l'intérieur, et on va en sous-traiter le recyclage aux gens qui sont concernés, bien sûr. Mais en tout cas, c'est une garantie que les polluants ne repartent pas dans l'environnement de manière concentrée, comme tous les vendeurs de filtres font aujourd'hui. Il faut le savoir, un filtre, c'est une manière de concentrer, et quand on le rejette dans une poubelle, il peut finir bêtement sous une bâche où il va passer de l'eau et on va reprendre ces polluants. Donc on ne s'arrête jamais. Oui, bien sûr. Quelles sont les prochaines étapes de développement pour Lavie en quelques mots, parce qu'on est sur la fin ? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Les prochaines étapes de développement, c'est qu'on essaie tout simplement d'aller voir nos voisins, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la Suisse.
avant d'aller faire un grand saut vers les États-Unis, parce que pour le moment, on est trop petit. Merci beaucoup, Pascal Nuty, cofondateur et responsable innovation de Solable SAS, co-inventeur de la vie, une technologie de purification d'eau, vous l'aurez compris, qui élimine le chlore, préserve les oligo-éléments et neutralise les traces de pesticides et de médicaments présents dans l'eau du robinet. Nous nous retrouvons dans quelques instants avec un nouveau reportage en immersion de notre French Trotter préféré. J'ai nommé Thibaut. À tout de suite sur Sud Radio. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Nous voici de retour dans l'émission La planète demain en compagnie de notre Thibaut national, le fameux French Trotter, avide de rencontres professionnelles. Vous revenez Thibaut aujourd'hui sur un salon important auquel vous avez assisté. Et oui Christophe, il s'agit du salon Change Now, dédié aux acteurs du changement. On en a déjà parlé ici il y a quelques temps. J'avais envie de partager avec vous 2 rencontres qui en apparence n'ont rien à voir. Et pourtant elles montrent toutes les deux à quel point la nature est essentielle à l'humain, que ce soit en ville où elle aide à lutter contre les îlots de chaleur, ou à l'autre bout du monde, dans les grandes forêts, véritable poumon vert de la planète. On écoute d'abord Brice Sandra, fondateur de Déméter, une entreprise spécialisée dans la végétalisation urbaine. Il nous parle des défis concrets auxquels il est confronté. Le principal problème de la végétalisation en ville, c'est pas le végétal, c'est la contrainte des bâtiments. Et donc j'ai développé depuis 2019 un substrat extrêmement léger qui va permettre de s'adapter au bâtiment. C'est plus le bâtiment qui s'adapte à la végétalisation, c'est la végétalisation qui va dans ce sens-là, en allant au plus près possible du biomimétisme de la copie de la nature, où on a donc un substrat qui est composé à 98% de matière organique et donc qui va fonctionner chaque fois qu'il est mis en place comme une microzone humide, aussi bien en toiture, en mur que dans d'autres utilisations. Rappelez-nous quel est l'intérêt d'avoir un toit ou un mur végétalisé chez soi ou dans une copropriété. Donc en fait, le toit végétalisé, on va parler de ce point-là parce qu'il est plus connu, il va être déjà de faire rentrer la nature dans le milieu urbain, d'abaisser les îlots de chaleur, de participer à la filtration de l'atmosphère ambiante, mais aussi abaisser la température de votre bâtiment parce qu'il ne va plus accumuler autant d'énergie. On va avoir aussi d'autres intérêts et ce vers quoi nous on tend, vers notamment l'agriculture urbaine où on va pouvoir potentiellement produire ses légumes directement sur son toit. Permaculture par exemple ? Permaculture, absolument, puisque comme je vous le disais, c'est de la matière organique, donc il n'y a pas eu de traitement, il n'y a pas de produits chimiques, donc autant continuer effectivement dans un sens de permaculture et presque même d'aquaculture. Le cadre législatif, il encourage la végétalisation ? Alors la loi climat et résilience est un énorme facteur, puisque tous les bâtiments d'activité non publique, non logement, de plus de 500 m² doivent recevoir à minima 30% de leur surface en végétalisation et ou énergie renouvelable. Et comme on connaît le marché avec le panneau photovoltaïque, il va falloir qu'on tourne plus sur la végétalisation. Suite de ma visite à ce salon Change Now, je découvre une belle ONG, Green Sanctuaries, qui s'intéresse aux forêts menacées. Et je suis avec Audrey Michaud, qui est directrice des opérations. Alors Green Sanctuaries est une ONG qui a été créée il y a 3 ans, avec pour objet de protéger les forêts les plus importantes du monde, qui sont les forêts où la biodiversité est la plus riche. Donc on protège, on pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir, on protège ces forêts qui sont plutôt des forêts tropicales humides. C'est là où la biodiversité mondiale est la plus intense. Un exemple de projet, un exemple concret de forêt. Bien sûr, en Amazonie, c'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur. On acquiert petit à petit de la forêt amazonienne pour éviter qu'elle ne soit coupée et transformée en monoculture. Et on accompagne des communautés autochtones Quichua, notamment une communauté qui s'appelle les Campo Cocha. Avec eux et une scientifique, on est en train de construire un jardin circulaire qui va à la fois mixer les savoir-faire ancestraux et l'état de la science et de l'agroécologie. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait main dans la main avec la communauté qui va améliorer la sécurité alimentaire, générer des revenus et attirer aussi des gens qui vont aller étudier ce jardin dans les années à venir. Merci infiniment, merci Audrey et bravo pour cette belle action.
Un grand bravo à ces acteurs du changement. Merci mon cher Thibault. On vous retrouve dimanche prochain pour de nouvelles aventures écologiques et positives, bien entendu. Maintenant, nous avons l'honneur d'accueillir Laurent Leloup dans nos studios, cofondateur et directeur exécutif de la société Naest, qui a développé une plateforme proposant des solutions de transport routier express sur mesure, avec un engagement reposant sur l'efficacité, la rapidité et une attitude innovante, en intégrant des technologies telles que l'intelligence artificielle et la blockchain. Bonjour Laurent. Bonjour Christophe. Alors, pour nos auditeurs, et même pour moi d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous présenter plus en détail votre plateforme Naest ? En fait, Naest, c'est une idée qui est née il y a à peu près 3 ans, entre 3 associés, dont je fais partie. Et à la base, c'était de créer une plateforme qui allait en fait décentraliser l'intégralité des processus, des échanges, des paiements liés au transport. Et principalement le transport express. Transport express de colis, donc des petits paquets, jusqu'à des transports express pour des plus gros volumes de marchandises, à 38 tonnes par exemple, avec des palettes. En fait, le but ultime, c'était non seulement de décentraliser, mais de mettre en contact direct et les clients et les partenaires, transporteurs, chauffeurs, livreurs. Un peu comme, entre guillemets, Uber le fait pour les VTC par exemple. Nous, on a entrepris de le faire pour le transport de marchandises. Voilà. C'est donc une plateforme complètement ouverte, décentralisée et prête pour la communauté. Alors, pourquoi associer transport et blockchain ? Ou l'inverse. Ou blockchain et transport, si vous voilà, voulez. Oui. Je vous fais marcher. Oui, tout simplement parce qu'en fait, la blockchain nous permet, à travers ses propriétés intrinsèques, de pouvoir décentraliser des choses. Donc, que la communauté puisse échanger directement, par exemple, le transporteur avec le client, ou l'inverse. Mais également de pouvoir sécuriser les données. Sécuriser les données liées au transport, comme par exemple la géolocalisation, là où se trouve le colis, là où se trouve le chauffeur, donc combien de temps il va arriver, quelle est sa route, tracer tout ça, l'archiver, et sécuriser les données qui peuvent être, par exemple, liées au paiement. Parce que comme on peut payer avec l'application, ça permet de pouvoir archiver l'intégralité de tout ce qui va être, le timing lié à un trajet, lié à une arrivée, lié à un chargement, déchargement. Bref, tout ce qui se déroule pendant le transport va être archivé, horodaté et définitivement sécurisé dans la blockchain. Ça, c'est un premier avantage. Alors, vous aurez compris que dans cette émission, nous parlons d'écologie positive, d'innovation, de nouvelles technologies au service de l'environnement. Alors, selon vous, quel est l'impact environnemental du transport aujourd'hui ? On va dire que dans les grandes largeurs, le transport, c'est environ 25% de la consommation carbone ou de l'émission carbone. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est quand même assez considérable. C'est beaucoup plus que beaucoup d'activités, qu'elles soient industrielles ou ne serait-ce qu'au niveau du particulier. Et donc l'impact, il se fait principalement au niveau des véhicules, bien évidemment, qui ne sont pas forcément tous des véhicules liés à par exemple à l'électricité ou à l'hydrogène, mais plutôt liés à des carburants, tels que par exemple le gasoil ou simplement l'essence. Et nous, on tend de plus en plus à utiliser ou faire utiliser des véhicules qui effectivement sont beaucoup plus propres et beaucoup moins consommateurs et avec beaucoup moins d'impact au niveau du carbone. Alors par ailleurs, j'ai vu qu'il existait un token Naest que vous avez créé. Est-ce qu'il est également éco-responsable, ce token ? Alors le token en lui-même, oui, il va servir pour tous les échanges qui sont liés au transport, entre par exemple le chauffeur-livreur, enfin chauffeur ou livreur, ou le transporteur directement et son client, qu'il soit particulier ou professionnel. Donc ce token va permettre de pouvoir incentiver, comme on dit, un petit peu à l'anglaise. Ça veut dire qu'on va accorder des récompenses, des points de fidélité, aussi bien à nos clients, consommateurs, qu'aux chauffeurs qui ont bien fonctionné à travers un échange. Bonjour monsieur, au revoir monsieur, etc. Mais qui sont là à l'heure aussi, ou parce que simplement ils ont pris soin du colis, ou ils ont fait ce qu'il fallait par rapport à la demande du client, qui parfois est une demande très particulière. Donc ce token sert à la communauté, et ce token va servir également comme moyen de paiement en interne, intra-plateforme. Et le token, oui, il est vertueux. Pourquoi ? Parce qu'il fonctionne sur une blockchain qui s'appelle Solana, qui est une blockchain publique, et qui a pour avantage d'être aujourd'hui, je dirais, la blockchain la plus vertueuse à travers son consensus. Et c'est elle qui présente le moins d'impact carbone au niveau du réseau. Donc c'est pour ça que le token, par la blockchain qui le porte, devient vertueux. Alors votre projet s'inscrit vraisemblablement dans une démarche RSE, j'imagine ? Oui. Et que répondez-vous aux critiques sur la pollution du numérique, par exemple ? La pollution du numérique, elle est liée à l'utilisation directement du numérique qui est sous-jacent. Nous, en l'occurrence, c'est de la blockchain et de l'IA. Bon, pour l'IA, il y aurait beaucoup de choses à dire, quoique on pourrait développer ça, mais ça prendra un peu de temps. Nous, on va vers des solutions décentralisées au niveau de l'utilisation de l'IA. Ça veut dire qu'on va pas sur des serveurs centralisés, mais c'est plutôt nos utilisateurs qui eux-mêmes vont produire
je dirais, ce qui va servir à faire fonctionner l'IA. Et de la même manière, au niveau de nos échanges de données, ça se passe à travers des blockchains. Comme nos blockchains, en l'occurrence Solana, sont vertueuses, nos échanges sont vertueux. Donc, il y a très peu d'impact carbone au niveau de nos échanges numériques. Alors, en quoi êtes-vous différent d'Uber ou d'Amazon, par exemple ? De façon basique, là c'est factuel, on ne fait pas du VTC, mais on fait du transport de marchandises, déjà. Par rapport à Amazon, Amazon fait aussi, à travers Amazon Freight, ou je pense que c'est le nom, je crois, pour Amazon, ils font du transport, mais ils ne font pas le transport comme nous, on le fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vraie décentralisation et il n'y a pas de vrai contact direct à travers notre réseau blockchain entre le consommateur, celui qui est le donneur d'ordre du transport, et celui qui transporte la marchandise. Nous, il y a un échange direct. Ça veut dire qu'un client peut contacter directement un transporteur à tout moment, quand il détient son colis, et lui dire par exemple, là je suis pressé, il faudrait me livrer plus vite, ou malheureusement ça ne fonctionne pas, il faut me livrer que demain. Tout ça, on le prend en charge. Je veux dire, c'est un peu compliqué, mais c'est un petit peu l'essence même de notre vocation, c'est de pouvoir faire du sur-mesure. Et Naest, on peut l'utiliser dans n'importe quelle ville ? Il suffit de télécharger l'application. Oui. Elle est déjà téléchargeable au niveau des clients. Elle va l'être dans quelques jours au niveau des professionnels. Donc ça arrive sur le marché. Et effectivement, là, nous, on a pris pour partie de d'abord livrer Paris, région parisienne. C'est toujours le plus gros morceau du gâteau, entre guillemets, en France. Mais on va également livrer le Maghreb, parce qu'on a sur 3 associés, il y a 2 associés qui sont maghrébins. Et donc, on va livrer d'abord la Tunisie, ensuite le Maroc. On va aller très vite sur l'Algérie et la Libye, qui sont des pays un peu secondaires, je dirais, au niveau du Maghreb. Et ensuite, on va élargir, bien évidemment, sur l'Hexagone, à travers d'autres villes majeures. Et si vous aviez un mot de conclusion à faire pour nos auditeurs qui souhaiteraient rejoindre la plateforme Naest, lequel serait-il ? Vous avez l'occasion de rejoindre une communauté qui est complètement décentralisée, d'accord ? Où vous avez du pouvoir, parce que grâce au token, on peut également gouverner. C'est-à-dire qu'on peut voter, on peut donner demain des avis clairs que nous, on prend en charge pour notre future gouvernance. Donc c'est là où on rejoint les critères RSE, ESG. Donc la gouvernance est décentralisée. Et si vous avez envie d'utiliser une solution qui permet effectivement de donner plus de pouvoir, surtout du pouvoir financier aux transporteurs, parce que nous, on prend une marge extrêmement faible sur toutes les transactions, là, c'est l'occasion d'utiliser Naest. Merci infiniment, cher Laurent Leloup, cofondateur et directeur exécutif de la société Naest, qui a développé une plateforme proposant des solutions de transport routier express sur mesure, avec un engagement reposant sur l'efficacité, la rapidité et une attitude innovante en intégrant des technologies telles que l'intelligence artificielle et la blockchain. On se retrouve sur Sud Radio dimanche prochain à 12h30 pour un nouvel épisode de La Planète Demain. En attendant, retrouvez tous mes podcasts sur la chaîne YouTube de Sud Radio et découvrez ma nouvelle plateforme TV, laplanètedemain.plus. À dimanche. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debien.